Bonjour et puis bon dimanche. Nous sommes donc le dernier dimanche avant le dimanche de la Nativité. On sait que toutes les familles sont en train de préparer les fêtes de fin d'année, notamment la Nativité pour les chrétiens. Alors, on vous souhaite déjà d'entame joyeux Noël à tout le monde et à tous les téléspectateurs, ceux qui nous regardent chaque dimanche. Alors aujourd'hui, on va parler d'actualité, notamment l'actualité qui a miné la semaine, le Cameroun. Et puis, on va, n'est-ce pas, faire un petit arrêt sur le sommet extraordinaire de la CEMAC qui s'est tenu ici à Yaoundé, qui a, n'est-ce pas, fait parler. On a parlé d'une éventuelle d'évaluation du flux économique en Afrique centrale, notamment entre les frontières. On va y revenir avec un expert qui est là aujourd'hui, qui viendra un peu éclairer notre lanterne, car il s'agit bien des relations bilatérales entre les pays venant d'Afrique centrale. Alors, bonjour, monsieur Dimadoum Mandekor, bienvenue sur Regarde Afrique TV. Bonjour Madame Paye, et heureux de vous retrouver. Voilà, bon dimanche et puis merci d'avoir répondu présent, n'est-ce pas, à cet appel. Alors on a eu affaire à une journée quand même qui a été une journée marathon avec tous ces chefs d'État qui sont arrivés de la zone CEMAC, avec le président de la commission aussi également, qui a pris certaines résolutions et puis des recommandations. Vous qui espère et puis vous êtes un ancien directeur de la Banque centrale, c'est-à-dire la BEAC, dites-nous un peu, qu'en est-il, qu'est-il sorti, n'est-ce pas, de cette rencontre extraordinaire quand on se dit quand même qu'on est en fin d'année et puis c'est vrai qu'on se pose des questions, le peuple a peur, est-ce qu'il y aura dévaluation, récession? Qu'est-ce qui se passe? Bien, d'évaluation, il n'y aura pas, il n'y a pas eu d'évaluation en général. C'est vrai que ça ne s'annonce pas vraiment les dévaluations. D'évaluation pour éviter justement des manipulations de ceux qui ont des ressources, des capitaux. En général, c'est une mesure qui vous surprend, hein, qui surprend je dirais la population. Donc, d'évaluation s'est écartée et ça a été dit à demi-mot. Mais en revanche, d'autres mesures, et j'ai même lu qu'ils parlent eux-mêmes de recommandations, et donc c'est des orientations qui ont été retenues au cours de ce sommet. Et qui s'imposent à eux-mêmes, d'ailleurs, les États, les chefs d'État. Donc, c'est les premiers responsables de la mise en œuvre de ces recommandations. Et en dehors d'eux, c'est les institutions que vous avez citées. Vous avez cité le président de la commission de la CEMAC. D'une part, il y a notamment, par ailleurs, il y a la Banque des États de l'Afrique centrale. Il y a un autre acteur, une autre institution, qui est la commission bancaire. Donc, encore une fois, c'est des orientations pour l'essentiel et les principales recommandations ont porté sur l'aspect des finances publiques, l'aspect du budget. Hein, puisque les États ont des budgets qui mettent en place et qui, on va dire, conditionnent impacte le reste de l'économie, le secteur, ce qu'on appelle le secteur réel, mais c'est les opérateurs économiques qui impactent les exportateurs, qui impactent les banques. Donc, c'est à travers, on va dire, cet élément-là, à travers cette variable-là des finances publiques, hein, on voit comment l'économie évolue et on espère notamment que derrière ça, derrière les finances publiques ou le comportement de l'État, notamment vis-à-vis des dépenses, on espère que ils vont influencer positivement la croissance économique qui elle est en train de faiblir. Hein, on a eu une croissance qui s'améliorait, mais elle est en train de faiblir et donc aujourd'hui l'attention, on va dire, des États, mais également des économies, est appelée pour, je dirais, avoir une gestion, comme on dit, bien plus prudente, de façon à éviter que la situation, effectivement, qu'on craint être en train de se dégrade encore plus, et que ça puisse éventuellement amener un jour à la dévaluation. Donc, voilà, et pour éviter la dévaluation, il faut pouvoir, encore une fois, s'ajuster, opérer des bons choix, faire, et voilà. Donc, c'est un peu ça dans un premier temps.
Il a été également évoqué, n'est-ce pas, les relations bilatérales entre les zones frontalières. Quand on évoque par exemple la ZECLAF, entre autres, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'avec la CEMAC, on est arrivé à un point où, n'est-ce pas, la libre circulation des biens et des personnes est réellement acquise? La libre circulation, ça commence à venir. Je crois que on a ça depuis, on a vu entre certains États 2 à 2, on va dire, parce que il y a une mesure d'ordre général. L'ensemble de la CEMAC est astreinte à ouvrir ses frontières et à faire avancer, je vais dire, l'intégration. Mais il y a toujours des pays ou des administrations qui se montrent réticentes. Vous ne voulez pas citer des noms ici? Écoutez, bon, je pense qu'il faut qu'on cite des noms. Tout à fait, faut le faire. Parce qu'il s'agit, je veux dire, aujourd'hui, je suis citoyen comme vous et moi, je suis appelé à me déplacer. Et si sur une frontière, effectivement, je subis des difficultés, je vis des difficultés, effectivement, ben je les subis. Donc, je crois que si moi, Tchadien, si je me déplace en avion, c'est bien plus facile que par la route. Tout à fait. C'est déjà ça. Selon votre moyen de déplacement, vous rencontrez des obstacles sur votre chemin. Les transporteurs routiers, notamment ceux qui transportent des marchandises, vivent des difficultés énormes. Et aujourd'hui, on va dire, c'est dans quasiment tous les pays, mais des pays comme le Tchad et la Centrafrique qui ont besoin d'une circulation fluide pour amener des marchandises vers eux parce qu'ils dépendent du port de Douala. Aujourd'hui, se plaignent, je crois qu'il y a des Tchadiens, notamment des transporteurs tchadiens qui se plaignent sur le côté Cameroun, mais il y a eu récemment des transporteurs camerounais qui se sont plaints effectivement de difficultés qu'ils rencontraient sur le territoire centrafricain. Même en Guinée équatoriale. Et en Guinée équatoriale, voilà, et à l'intérieur de chacun de ces pays-là, les citoyens des autres pays qui y vivent n'y vivent pas toujours de manière heureuse. Parce que on leur demande des papiers, les cartes de séjour, on ne les obtient pas aussi facilement. Au-delà des cartes de séjour, on vous demande d'autres choses. On fait des prélèvements mais vous en savez quelque chose, quand... Ça se voit que vous en savez quelque chose. Voilà, et puis on va dire bonjour, n'est-ce pas, à tout le peuple tchadien, voilà, de N'Djamena, Bongo, Mundou, Léré, voilà. Et puis, on a quand même vu il y a quelque temps, avec, n'est-ce pas, la loi qui a été votée concernant le président tchadien, qui aujourd'hui pourrait devenir maréchal. Il l'est devenu. Il est maréchal depuis hier. Hier, il y a eu la cérémonie d'installation, d'élévation à la dignité de maréchal. Et voilà, donc effectivement, il faut le noter, c'est un parlement provisoire. Comité, alors la CNT, Conseil national de transition. C'est cette instance mise en place après le décès de l'ancien président Déby, maréchal et a porté le titre de maréchal, le premier du Tchad. Et donc après son décès, on a mis en place cette structure-là, mais il faut savoir qui l'a mis en place. Cette structure a été mise en place essentiellement, je dirais même uniquement, puisque c'est la charte même de transition qui le disait, c'est le président de la transition qui a nommé l'ensemble des membres de ce Conseil national de transition. Donc évidemment qu'ils lui sont totalement redevables. Totalement redevable. Dans le lot, il y a quelques membres de cette commission, de ce conseil, qui sont des opposants, qui sont notamment certains militaires qui étaient avec qui ils ont eu des accords, certains rebelles, des mouvements rebelles, chefs rebelles avec qui ils étaient, ils avaient été en négociation à Doha, autant que je me souvienne, avaient regagné le pays et certains d'entre eux ont été là aussi. Mais in fine, on a perçu que
ces gens-là, ces personnes-là qui ont été, qui n'ont pas du tout été élus, qui ont été désignés sur des bases, je dirais, voilà, pas tout à fait démocratiques, ben quelque part, s'ils ne sont pas candidats aux élections à venir, qui vont se dérouler le 29 décembre, se positionnent pour pouvoir être récupérés dans différentes activités à différents postes. Hein. Donc, je pense que on l'a tous bien compris. Et mais l'autre chose, c'est que effectivement, un chef d'État qui a été en transition, qui est là depuis, qui a été élu formellement en mai dernier, donc il y a quelques mois, est comme premier objectif, je dirais, celui de se faire adouber dans un titre. Il a 40 ans aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc, voilà, ce titre a été donné, semble-t-il, d'après ceux qui ont eu l'initiative, pour récompenser, je dirais, ses performances au niveau politique et également militaire. Mais bien, voilà, c'est un titre qui est essentiellement militaire en soi. Bien sûr, mais bon, il a été général d'armée, aujourd'hui il est maréchal. Très jeune d'ailleurs, il faut le souligner. Voilà, nous avec le peuple, on attend ce que nous allons avoir de favorable. L'Afrique est en attente, même nous au Cameroun on attend qu'est-ce qui passera quand on dit Tchad, Cameroun, Centrafrique. C'est toute la sous-région Afrique centrale, ça nous concerne également tous. Alors on va maintenant accueillir, n'est-ce pas, André Achille Meka. Bonjour André Achille et puis bon dimanche. Bonjour Odile, bonjour à Dimadou Mandekor avec qui j'ai le plaisir et l'insigne honneur de partager ce moment de convivialité. Je vous dis merci pour l'accueil, mais aussi et surtout pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, tout à l'heure, on a évoqué, n'est-ce pas, la tenue de la session extraordinaire de la CEMA qui a quelques jours, n'est-ce pas, à Yaoundé. Alors, selon vos estimations, qu'a-t-on pu retenir, n'est-ce pas, de cette rencontre? À titre personnel, comme citoyen, je ne suis pas très loin sur des questions économiques, mais ce que je peux retenir sur le plan symbolique est de constater que un sommet dit extraordinaire sort de l'ordinaire. Et lorsqu'un sommet est convoqué de façon extraordinaire, c'est dire qu'il y a quelque chose qui presse. Il était donc question pour les États membres de la sous-région Afrique centrale de se retrouver pour voir ce qu'il y a à toiletter sur le plan économique pour parvenir à une gestion saine et rationnelle des finances publiques. Moi, je m'abreuve beaucoup à la source de Dimadou Mandekor. Il a d'ailleurs commis un ouvrage qui sonnait une sorte d'alarme sur ce fait-là, dont l'intitulé est promouvoir une banque centrale qui assure l'intérêt général. Il commençait déjà à évoquer ces questions pour dire qu'il est important aujourd'hui pour les États africains de revoir leur mode de fonctionnement, sauf qu'il se trouve que malgré les indicateurs qui ne sont pas très favorables pour nos économies, on a l'impression que le train de vie des États n'est pas revu à la baisse. Les dépenses qui tournent autour des artifices du volet protocolaire sont beaucoup plus actionnées que les dépenses qui pourraient aller sur des secteurs vitaux comme la santé et l'éducation. Donc, nous comptons sur les acteurs établis sur le plan économique pour que cette sérénité-là revienne sur le plan économique. D'accord, alors on va ici également, avant de prendre le premier reportage, évoquer, n'est-ce pas, la vente des whisky en sachet. Nous sommes en fin d'année, une année festive, voilà. Nous avons des jeunes aujourd'hui, et même des adultes qui s'adonnent, n'est-ce pas, à cette pratique d'user des whisky en sachet, quand on sait que c'est quand même cancérigène, et puis ça détient un peu aussi de la clandestinité, car depuis 2004, c'est interdit au Cameroun. Alors, le ministre des Transports a fait, n'est-ce pas, un communiqué là-dessus il y a quelques semaines, mais qui aujourd'hui n'a jamais été respecté. Pourquoi, selon vous, on trouve autant de laxisme dans ce phénomène?
J'ai aussi envie de vous poser la question parce que nous sommes tous pantois face à ce type de situation. Oui, la consommation des whisky en sachet a été prohibée, proscrite sur le plan formel, sur papier, mais si vous sortez de ce studio à la première boutique, vous en trouverez, et vous savez mieux que moi au dire que la présence donne l'envie. Et ce qui est davantage curieux, c'est de constater que ce whisky coûte 100 francs, c'est-à-dire l'enfant à qui vous donnez 100 francs pour aller à la boutique, il peut facilement s'acheter un whisky en sachet plutôt que d'acheter un yaourt. Parce que le yaourt, ça va chercher dans les 300, 350, voire 400. Donc, c'est quand même assez dangereux pour une société qui milite pour le bien-être, dit-on, général des populations. Et comment parvenir au bien-être général des populations si on ne se soucie pas de la santé de ces populations? Il y a un délai qui avait été donné aux fournisseurs pour épurer les stocks, mais je pense que là aussi, c'est une nonchalance administrative de dire que nous vous donnons jusqu'à telle date pour épurer vos stocks sans toutefois se soucier de la santé des populations, parce que je pense que le capital humain est le capital le plus important pour un pays qui envisage tutoyer l'émergence à l'horizon 2035. Selon vous, si on vous posait la question à savoir qu'est-ce qu'il faut pour stopper, n'est-ce pas, ce phénomène, qu'est-ce que vous répondriez? C'est une question assez délicate parce que la consommation du whisky en sachet, nous ne voyons que la phase de la consommation, mais c'est une longue chaîne. Et il y a un fait, d'autres vous diront que sur le plan économique, c'est des entreprises qui emploient des jeunes Camerounais, mais au-delà, je pense qu'il y a une sensibilisation. Au-delà, il y a aussi une misère sur le plan mental. Quand je parle de misère mentale, c'est dire que ceux qui en consomment, c'est pas toujours ceux qui n'ont pas la possibilité de consommer ce qui est mieux que ça en termes de qualité. Il y en a qui s'adonnent à ces pratiques pour des raisons inavouées. Donc, je ne pourrais pas de façon définitive répondre à cette question parce qu'elle est assez vaste. Selon moi, je pourrais répondre un peu à votre place. Je pense qu'il faudrait une meilleure sensibilisation et des sanctions peut-être également. La sensibilisation est déjà là sur chaque bouteille d'alcool. Des sanctions accompagnées de sanctions. De sanctions. Voilà. Bon. Voilà, ça mettrait un peu beaucoup plus d'entrain et peut-être la peur d'être sanctionné, de payer des amendes. Là, on verrait moins, n'est-ce pas, de consommateurs. Alors, on va essayer de prendre, n'est-ce pas, ce premier reportage qui concerne l'Union ISO. Alors, on parle ici de sécurité routière. Quand on sait que nous sommes en fin d'année, il y a un flux, n'est-ce pas, d'individus, de populations qui se déplacent vers les petites et les grandes villes, n'est-ce pas, pour aller festoyer. Alors, la sécurité routière est véritablement importante. Alors, ce reportage est Société Cameroun, sécurité routière dans l'Union ESSO. C'est un reportage signé Luther Sana. À l'aube des fêtes, la délégation départementale des transports d'Union ESSO se mobilise sur l'étendue du département pour assurer une bonne fluidité du trafic et le respect des mesures de sécurité par les automobilistes. En zone urbaine, dans le chef-lieu du département Balmayo, un déploiement dans les lieux de transport pour sensibiliser passagers, chauffeurs, responsables d'agence. Vous savez, Balmayo, c'est le chef-lieu du département. On a une belle et très grande gare routière où nous avons jugé opportun de faire une descente pour communiquer non seulement avec les responsables des agences, mais aussi avec tous ceux qui font le transport au niveau de la gare routière. Traversée par deux nationales, nationale 2 reliant Yaoundé-Boulevard et la nationale 9 reliant Sangmelima-Yaoundé, l'équipe de la prévention routière de la délégation départementale d'Union ESSO s'est déportée dans l'arrondissement de Mengemeu, limite entre la région du centre et celle du sud. Gros porteurs, agences de voyage particuliers, tout est passé à la loupe, alcool test, visite technique, pneus, sensibilisation, amende, tout ceci pour un parcours en sécurité. C'est une bonne initiative pour l'État qui veut nous prendre en considération au moment où des fêtes comme ça, il y a toujours des abus, soit au niveau des luttes, soit au niveau des dépassements, soit au niveau de la façon de boire. Donc pour moi, l'État a bien réfléchi à ce niveau de nous envoyer le type de prévention. Nous avons également un chronogramme d'activité qui nous permet de faire des descentes dans les arrondissements du département. Nous avons déjà commencé avec Ngomza, nous avons commencé avec Mengemeu,
le reste va suivre. Comme j'ai dit, nous avons un chronogramme jusqu'au 31 janvier, comme instruit par le ministre des Transports. Lancé le 1er novembre par le ministre des Transports, la campagne se poursuivra jusqu'en janvier 2025 pour assurer une sécurité sur nos routes pendant les fêtes. L'Union ESSO, on parle notamment de sécurité routière. On voit également ce volet où, n'est-ce pas, il faut faire une sensibilisation accrue pour éviter les accidents, éviter, n'est-ce pas, ces écarts de conduite entre les automobilistes et puis les transporteurs. Alors, on va commencer par vous, n'est-ce pas, monsieur André Achille-Meka, vous qui êtes, n'est-ce pas, sur cette planification avec le ministère des Transports. Je crois quand même que vous êtes au courant de ce qui se passe avec, n'est-ce pas, des sanctions qui sont même menées, également aussi des chauffeurs qui, n'est-ce pas, sont même des fois un peu stoppés dans leur élan, notamment concernant la limitation de vitesse et également la surcharge. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait? Parce que malgré toutes ces mesures qui sont prises, on a toujours recours à ce genre de cas. Et puis vous savez quand même qu'aujourd'hui, chaque semaine, on a toujours un cas d'accident dans chacune des régions. Alors selon vous, qu'est-ce qu'il faut réellement mettre sur pied pour essayer de diminuer un peu ce flux d'accidents? Je pense que quelque part, nous devons tous, c'est-à-dire que ce soit les transporteurs ou les usagers, nous sommes tous utilisateurs de la voie publique, nous devons être responsables. Parce que, Odile, lorsque vous échangez avec les transporteurs, les chauffeurs, vous avez de fois froid au dos. C'est-à-dire, certains vous disent, je sais exactement où se trouvent les radars. Lorsque je me rapproche de là, je mets un peu la pédale douce, je ralentis. Lorsque je dépasse les radars, je remets le pied sur l'accélérateur et je roule à tombeau ouvert. Juste parce qu'ils ont peur de la sanction. En fait, ils ont plus peur de perdre 25 000 francs que de perdre leur vie. C'est pas si vous voyez un peu le paradoxe. Je pense que c'est un niveau d'inconscience rare qu'on observe au niveau de certains. Et puis, la sensibilisation doit aussi aller au-delà des aspects médiatiques. Nous voulons saluer cet aspect, le fait de mettre le sujet sur la table. Il y a aussi la complicité des usagers. Lorsque vous êtes dans un transport en commun, si le chauffeur qui conduit des vies, adopte des comportements dangereux, vous avez la responsabilité de l'interpeller sans toutefois mettre à la fois votre vie en danger ou alors celle de ceux qui partagent ce moyen de transport avec vous de façon très polie. Il y en a qui somnolent au volant. À un moment, vous pouvez interpeller ce dernier et lui demander de se reposer. Il y a des aires de repos sur tous ces axes routiers. Donc, je pense qu'au-delà de la sensibilisation impulsée par les pouvoirs publics, chacun doit être responsable et comptable des actes qu'il pose, parce qu'au-delà des actions que nous posons sur le plan personnel, nous mettons les vies en danger. Et lorsque un citoyen abrège sa vie parce qu'il veut aller d'un point à un autre, c'est un Camerounais de moins que nous perdons. Et ces rapports qui se font via les médias qui arrivent à l'étranger, toutes les chaînes aujourd'hui sont à un niveau d'écoute assez important. L'investisseur qui vous suit, je ne sais pas, de Tokyo ou de Hong Kong, qui veut venir investir au Cameroun, ne viendra pas parce que il y a un problème de sécurité sur les axes routiers. Et pour chuter, par exemple, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la promotion du tourisme interne, impulsé par le ministère en charge des questions du tourisme et des loisirs. Comment voyager à travers le Cameroun si on a peur du voyage, si on a peur de mourir pendant qu'on voyage? D'accord, c'est pertinent quand même cette remarque. Alors, monsieur Dimadoum, vous qui êtes au Cameroun depuis des années, vous savez quand même ce qui se passe, notamment sur les routes, les nationales, comme on le dit assez souvent, les tronçons, entre autres. Selon vous, est-ce, n'est-ce pas, un petit, je sais pas moi, délaissement des autorités ou bien des agences de voyage qui peut-être ne font pas leur boulot? Quand on se rappelle encore, il y a quelques semaines, quelques mois, le ministre des Transports avait interdit certaines agences et avait demandé le recyclage de certains chauffeurs afin qu'on ne puisse plus se retrouver avec des accidents, des chauffeurs qui prennent même parfois de l'alcool, voilà, et qui des fois sont fatigués au volant.
Oui, en fait, ce problème que nous vivons au Cameroun, nous le vivons finalement dans tous les pays africains. Les routes africaines sont les plus dangereuses du monde. Oui, oui. Hein, quasiment dans tous les pays. Et donc, dans ces cas-là, c'est que effectivement, c'est des situations à facteurs multiples. Hein. C'est certainement, on peut pas dire que c'est telle instance, tel type d'acteur, mais c'est l'ensemble, c'est la conjonction de tout cela qui va vous assurer, hein, je dirais, la sécurité des déplacements dont profiteront tout le monde en réalité. Donc, mais il y en a un qui a même un des acteurs, une des parties prenantes et essentielles, c'est l'État. Dans différentes composantes d'ailleurs. Oui. Hein, il y a l'aspect sécurité routière, il y a l'aspect police, il y a l'aspect, il y a un autre aspect qui est même l'état des routes. Oui, oui. Hein? Il y a aussi l'aspect infrastructurel. Hein? Et ça, je veux dire, encore une fois, ça vaut le coup dans tous les pays. Par exemple, si vous voulez assurer une sécurité maximale, permettre et une bonne exploitation des réseaux routiers, il faudrait notamment que les routes soient éclairées. Oui, hein? Oui. Ça, je parle des transports peut-être interurbains, mais au niveau urbain, c'est encore donc pire. Mais donc, il y a encore une fois tous ces aspects qu'il faut voir. Mais l'État doit se faire respecter quand il s'agit, par ailleurs, de la mise en danger de vie humaine. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, l'État doit être intraitable, encore dans toutes ses dimensions. Hein? Les policiers, encore une fois, je ne parle pas d'un pays particulier, mais on le voit, encore une fois, partout. Oui. Des policiers en négociation avec les transporteurs. Voilà. Mais ça, c'est le phénomène qu'on retrouve et sur ce plan-là de la circulation et de la sécurité, mais on le voit sur d'autres aspects que nous avons évoqués très rapidement. Oui. Qu'est-ce qui plombe nos pays, nos économies? C'est la corruption, c'est pas autre chose. Hein? La corruption, comment dire, les conducteurs ont toujours un billet ou des pièces à portée de main pour le policier qui vient à lui, à peine la fenêtre ouverte, il lui tend la main et puis c'est parti. Et c'est réglé en soi. Donc moi donc ça c'est pour le conducteur. Mais l'état des Monsieur Achille Meka l'a évoqué, l'état des véhicules. Hein, à entretenir, il suffit pas seulement de s'arrêter effectivement au contrôle, comment on appelle ça, la fiche technique ou de visite technique. La visite technique, hein, voilà. En réalité, on doit pouvoir examiner à chaque arrêt d'un véhicule, de vérifier l'état du véhicule. L'état, parce que encore une fois, entre deux visites techniques, un véhicule son état peut s'être dégradé. Hein, les roues, etc., etc. Donc, encore une fois, l'état doit fonctionner de manière permanente. Ce n'est pas seulement des opérations coup de poing qu'on doit réaliser, mais l'État, encore une fois, et ça, c'est des choses que nous, les citoyens, devrions évaluer. Hein, donner des points, des mauvais points à nos dirigeants, hein, aux responsables des différents services. Hein, voilà. Donc, moi, je pense que Monsieur Meka l'a aussi dit, il en va de notre propre responsabilité pour nos propres vies. Hein, donc, je pense que en tout cas, nous devions nous en inquiéter. Vous en parlez en tant que journaliste, d'avoir des émissions particulières et notamment à des moments clés, comme maintenant avec les fêtes de fin d'année. C'est un moment où on doit effectivement attirer l'attention des usagers des routes, des citoyens, sur les bonnes attitudes à avoir. Merci. Alors là, on va continuer maintenant dans le domaine... Peut-être en 30 secondes. C'est un sujet extrêmement important. Vous-même, vous ne le mesurez pas. Parce que le phénomène de la corruption, donc par le Dimadou Mandekor, est assez important et assez présent. Voyez-vous, vous êtes dans un transport en commun, pour nous qui vivons du côté de soi. Lorsqu'on interpelle un véhicule, vous savez qui descend de la voiture, c'est le convoyeur. C'est le convoyeur, c'est-à-dire le chauffeur reste au volant, il garde le dossier
avec lui, le convoyeur descend pour faire un autre contrôle que vous connaissez mieux que moi. Et il revient la seconde d'après. Vous avez, parlant de ces visites techniques, des véhicules qui roulent dans un état vraiment qu'on ne peut pas décrire, mais avec une visite technique. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont assis à la maison, qui appellent au téléphone et qui ont la visite technique au téléphone avec le véhicule garé à la maison. Alors, lorsque nous posons ces actes-là, celui qui passe comme complice de cette action pense se rendre service parce qu'à l'instant, il a quelques billets de banque, mais il oublie que demain, il peut être passager de ce même véhicule qui peut faire un accident parce qu'il n'est pas à jour sur le plan technique. C'est pour cela qu'il faut appeler à la responsabilité des citoyens. Au-delà de ce que l'État fait, on a même envisagé à une certaine époque le permis à points qui permettait à certains d'avoir des points retirés et jusqu'à un certain moment vous retirez même votre permis de conduire. Mais combien roulent même sans permis? Ils sont connus. Vous avez certains aujourd'hui le phénomène du trafic d'influence parce qu'on est membre d'un parti, on prend l'écharpe du parti, on accroche. Certains prennent les bérets des petits frères, des cousins, on met derrière le véhicule et c'est suffisant pour passer un contrôle de police sans être interpellé. Je pense qu'à un certain moment, on doit être responsable. Si nous voulons que les choses avancent, nous devons avancer avec et non faire la danse bafia, avancer à reculons. D'accord, merci monsieur Achille. Alors maintenant, on va faire un tour, n'est-ce pas, au pays voisin, qu'est le Gabon, avec, n'est-ce pas, cette levée de sanctions concernant le couvre-feu. On se rappelle encore il y a quelques mois, n'est-ce pas, le coup d'État qui a mis en place le nouveau dirigeant du Gabon. Alors, on va prendre ce reportage politique. Gabon, le gouvernement lève le couvre-feu. C'est un reportage de Léa Grace Nyandona. Le gouvernement de transition du Gabon a annoncé mercredi 18 décembre 2024 la fin du couvre-feu instauré après le coup d'État contre le président Ali Bongo, survenu le 30 août 2023. Cette décision vise à permettre aux citoyens de célébrer les fêtes de fin d'année dans un climat de sérénité et de cohésion nationale. Selon un décret officiel, le couvre-feu en vigueur depuis le coup d'État dirigé par le général Brice Oligui Nguema a été levé ce jour-là et restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure du gouvernement a pour but d'offrir à la population des conditions favorables pour profiter des festivités de fin d'année. Cette annonce a été accueillie avec joie par les citoyens, notamment les opérateurs économiques qui avaient subi les conséquences de cette restriction. Toutefois, les autorités exhortent la population à célébrer dans le respect des lois et des mesures de sécurité en place. Bien que le couvre-feu ait été allégé pendant quelques mois, il avait été renforcé au début du mois d'octobre en prévision du lancement de la campagne électorale pour le référendum sur la nouvelle constitution. Rappelons qu'après l'adoption de la nouvelle constitution à la mi-novembre, des consultations ont été entamées pour réviser le code électoral en vue des élections présidentielles, législatives et locales prévues pour 2025 afin de conclure la période de transition. Les fêtes de fin d'année vont se passer en pleine sérénité avec le couvre-feu qui a été levé au Gabon. Alors, monsieur Mandekor, aujourd'hui on voit le Gabon, un pays quand même prospère, qui aujourd'hui jouit de ses libertés. Quand on a vu le coup d'État, on a vu un peuple gabonais qui était fier, n'est-ce pas, de cette transition. Est-ce que selon vous, la levée de ces couvre-feux pour les fêtes de fin d'année marque un nouveau départ peut-être dans la gestion des biens publics et voilà, la gestion de la cité, on peut le dire ainsi? Bien, je peux vous dire que j'ignorais qu'il y avait encore un couvre-feu au Gabon. 22h, je pense que c'était 22h. Voilà, mais cela dit, je ne sais pas si c'était appliqué de manière... Si, c'était très appliqué, parce qu'on voyait des répercussions sur les réseaux sociaux, des gens qui sortaient la nuit, qui se faisaient prendre, qui passaient la nuit en prison. D'accord, d'accord, voilà. Mais donc, bon, ils l'ont fait, et ils l'ont fait jusqu'à maintenant, un an après, parce que le coup d'État, autant que je me souvienne, c'était produit l'année dernière en août, et on est en fin d'année, donc ils sont allés au-delà d'une année. C'est assez étonnant que ça a duré aussi longtemps. Je ne sais pas quel était ce que
craignait ou craint le régime militaire, la junte militaire en place, dirigée par le général Oligui. Mais donc, il est assez rassuré, le président, je dirais, de transition, est assez assuré de sa position après avoir fait adopter la Constitution et se préparant aux élections l'année prochaine. Donc, on peut considérer qu'ils sont assez sereins et que et c'est un élément supplémentaire d'ailleurs. Effectivement, pour préparer les élections à venir, il faut pouvoir je dirais donner des signes favorables à la population pour dire que le régime s'installe, le régime en tout cas de transition n'a pas de crainte particulière pour assurer la sécurité et de deux, nous vous avons apporter, je dirais, un peu plus de démocratie, de la liberté, voilà que on vous permet effectivement de jouir pleinement de cette liberté-là. Donc, je pense que c'est l'un des objectifs de cette mesure, c'est aussi la préparation des esprits aux élections à venir l'année prochaine. Voilà, Andra Chilmeka, alors le couvre-feu a été levé au Gabon, le pays voisin, voilà, Gaboma, vous connaissez quand même. Alors, selon vous, est-ce que serait-ce une mesure quand même assez positive quand on voit quand même quelques Gabonais qui se plaignaient, voilà, des jeunes enfants même de 16, 17 ans, on était à un anniversaire, on n'a pas pu rentrer parce que, voilà, on s'est fait prendre par la police, on a payé l'amende, c'est quoi, c'est 10 000 francs la nuit, et puis voilà. Il y a eu des jeunes aujourd'hui qui se sont plaints durant plusieurs mois, mais aujourd'hui on se rend compte qu'avec le temps ils se sont habitués, la discipline est revenue. Est-ce que selon vous il faudrait peut-être ce genre de mesures pour apporter la discipline dans certaines populations? Ben écoutez, je pense que le Gabon peut commencer à se frotter les mains déjà sur le plan économique parce que la liberté d'aller et de venir est aussi un gage pour le développement des économies. Si on vous dit là tout de suite qu'après 18 heures vous ne devez pas sortir, si vous voulez Odile m'inviter prendre une comme on s'est dit au Cameroun, on ne pourra pas le faire parce que tout le monde est tenu de rester chez soi, et si on ne prend pas une, forcément ceux qui opèrent dans le secteur des débits de boissons n'auront pas de chiffre d'affaires, ainsi de suite. Pour dire que c'est un début de solution, mais vous parliez tout à l'heure de coup d'État. Je voulais parler de coup d'État pacifique, si ça existe. Bon, personne n'est mort, personne n'a été blessé, tout le monde se porte bien. Voilà. En dehors de la fameuse sortie où on a demandé de faire du bruit, tout le monde est tranquille dans son coin. Mais on se pose toujours la question, puisque les États africains, surfant sur la vague de la démocratie, sont en quête d'un mieux-être général à garantir aux populations. Est-ce que l'alternance au sommet des États est toujours la meilleure alternative? Nous sommes à quelques mois, on va le dire comme ça, des élections de ce côté-là. Est-ce que nous pensons que ce coup d'État a résolu un grand problème? Est-ce qu'aujourd'hui le couvre-feu qu'on va lever va permettre au peuple gabonais de vivre un peu plus sereinement? Fort probablement, oui. Nous avons connu l'époque du Covid ici, qui n'était pas très loin de là. Voyez-vous, dans le Covid, vous n'aviez plus la possibilité de vous réjouir, comme on a l'habitude de le faire sur le plan africain. Les morts, on les enterrait en intimité. Les célébrations festives étaient de moins en moins possible, voilà. Et vous imaginez ce qu'un couvre-feu peut imposer. Le fait de marcher à une certaine heure ou alors à un certain moment avec la peur au ventre, véritablement ça ne fait plaisir à personne, et on ne peut rien produire de grand sur le plan économique et même sur le plan humain dans un environnement pareil. On espère que, n'est-ce pas, cette levée de couvre-feu pourra apporter un peu de sérénité au Gabon, qui on sait est un grand pays qui vient récemment d'entrer dans le Commonwealth. Voilà, on leur souhaite beaucoup de, n'est-ce pas, d'accalmie et de bonheur. Alors nous allons prendre maintenant ce volet, toujours avec un pays voisin, le Nigeria. Alors, Société Cameroun, au moins 30 enfants sont morts dans un mouvement de foule. C'est un reportage de Fortune Graceyomane.
Au moins 35 enfants sont morts mercredi dans un mouvement de foule survenu lors d'une fête foraine au Nigeria. L'incident s'est produit au lycée islamique de Basouron, dans l'état d'Ayo, dans le sud-ouest du pays. Les autorités se sont donc rendues sur les lieux et ont arrêté les organisateurs de l'événement, les accusant de laxisme concernant les mesures de sécurité. Les enfants blessés sur place ont été amenés dans les hôpitaux locaux où l'on a demandé aux parents de vérifier si des parents manquaient à l'appel. Adewale Osifeso, porte-parole de la police de l'état d'Oyo, a indiqué à la presse que 35 mineurs avaient été reconnus morts jusqu'à présent, tandis que 6 autres étaient grièvement blessés et recevaient des soins médicaux. Il a également ajouté que 8 autres personnes identifiées comme étant les organisateurs de la fête foraine avaient été arrêtées. Le carnaval a viré au drame après que des organisateurs privés ont annoncé leur intention de distribuer de l'argent à 5000 enfants, ce qui a provoqué une ruée chaotique vers l'entrée du lycée où se tenait la fête foraine mercredi matin dans le quartier de Basouron de la ville d'Ibadan. Une enquête a donc été ouverte sur les causes de la bousculade et les services d'urgence nationaux du Nigeria ont déclaré avoir déployé une équipe pour aider les victimes. Observé au Nigeria, n'est-ce pas, qui met en exergue des enfants qui ont été attaqués. On a eu pratiquement 35 morts, comme le dit dans le reportage. On le dit dans le reportage. Alors, on se rappelle encore quand il y avait la CAN au Cameroun, avec ce mouvement de foule où on avait justement eu beaucoup de morts ici. Et là, ce sont des enfants. C'est quand même assez curieux de savoir que monsieur viendrait distribuer de l'argent et créer, n'est-ce pas, cette affluence. Selon vous, peut-être c'est un manque quelque part de tact ou bien peut-être aussi également c'est justement un appel peut-être à contribution du gouvernement de mieux organiser, n'est-ce pas, des descentes sur le terrain sur certains donateurs, entre guillemets. Alors, moi je me pose la question de savoir comment un État sérieux peut autoriser une activité pareille, où une organisation à capitaux privés décide de donner de l'argent comme ça, on ne sait pas sur la base de quoi. Si vous organisez un événement de récompense, par exemple des jeunes qui se sont favorablement distingués sur le plan éducatif, ça se voit ici au Cameroun, des élites peut-être de la région de l'Ouest ou alors du Sud qui, après, au soir d'une année scolaire, décident de récompenser tous les jeunes qui ont eu de bonnes performances scolaires. Là, ça peut se comprendre. Mais là, il s'agit d'un mouvement qui se met en place pour distribuer de l'argent aux jeunes. Et il se trouve que les organisateurs eux-mêmes n'ont pas pris la mesure de la chose parce que lorsque vous faites une annonce pareille, vous avez connu, le phénomène Mida, vous avez connu d'autres phénomènes qui... récemment, il y a eu Sunrun. Voilà. Qui drainent quand même des foules parce que les gens vivent dans une misère criante. Et tous ceux qui entendent parler d'argent courent après de l'argent parce que nous avons besoin d'assurer nos besoins les plus élémentaires selon l'échelle de Maslow. Alors, je pense qu'il revient aussi à l'État, lorsqu'il y a un événement, de se rassurer de la disponibilité de tous les moyens pour garantir la sûreté et la sécurité des citoyens, de ceux qui y vont. Au Cameroun, on parle de la déclaration des manifestations et de l'encadrement des manifestations, c'est-à-dire, si vous avez une activité pareille, vous présentez tout ce que vous avez comme outil pour garantir la sécurité de ceux que vous conviez, et sur la base de cela, l'État vous affecte aussi des acteurs, des forces de maintien de l'ordre pour vous accompagner. Et il se trouve que pour le cas d'espèce, ça n'a pas été le cas malheureusement. Voilà des jeunes qui perdent leur vie dans un mouvement. Moi, je peux ajouter peut-être quelque chose si c'est possible. Est-ce que cet organisme n'aurait pas pu faire un recensement d'enfants, par exemple, et organiser une cérémonie solennelle, organiser peut-être une phase de présélection sur la base de certains indicateurs et puis organiser une cérémonie qui allait rassembler moins de personnes, moins d'enfants. Tout
Tout à fait. Alors, Monsieur Mandekor, vous qui êtes quand même un acteur quand même assez averti, notamment concernant les analyses, que pensez-vous, n'est-ce pas, de cette démesure qu'on a pu constater, notamment au Nigeria, avec la perte de plusieurs jeunes enfants, qui semble quand même être un malheur quand on sait qu'aujourd'hui, la jeunesse est livrée parfois à elle-même. On peut se poser la question à savoir, est-ce que ce n'est pas la précarité qui aura mené ces enfants à ce bain de foule qui aura causé, n'est-ce pas, plusieurs décès? Ah oui, c'est dramatique. C'est dramatique et là, il y a ce cas-là sur le Nigeria, mais il y a 2 semaines, c'est sur dans un stade à Zorokere, je crois en Guinée, où là aussi, on ne les compte plus. Un chiffre officiel de 50, on dit que c'est le triple. C'est 150 personnes peut-être qui auraient péri parce que derrière, il y a des problèmes d'organisation, problème d'encadrement, problème d'irresponsabilité. Hein, donc, et c'est quand même, encore une fois, c'est dramatique de voir ça en Afrique. Et là, il s'agit du pays, le premier pays, puissance économique africaine. L'Afrique noire. Hein, c'est la première puissance d'Afrique tout court. Hein, avec je crois que l'Afrique du Sud derrière, l'Égypte me semble-t-il, et d'autres pays qui suivent. Donc voilà un pays qui réclame une place, un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Hein? En fait, c'est extraordinaire, quoi. Hein? On réclame des choses, on veut des choses, on considère qu'on est en pleine souveraineté, nous sommes des pays souverains, nous avons des choses, nous voudrions pouvoir être à la table des grandes puissances du monde, et on est incapable de gérer des événements dans des quartiers dans nos pays. Oui, c'est un paradoxe, hein? Il faut le souligner, c'est un paradoxe. Ouais. Donc voilà, et pour parler encore de ce pays, voilà un pays qui peine à résoudre le problème du terrorisme de Boko Haram. Hein? Un pays, alors, en suivant son taux de croissance, on ne sait plus s'ils sont à 150 millions ou 200 millions, mais voyez, hein, donc il y a un souci, hein, dans nos pays de la gestion, de leur gestion. Hein, de leur gestion dans, encore une fois, tous les compartiments de la vie nationale. Hein, et donc, c'est, encore une fois, c'est, voilà, quelque part, en fait, la vie ne compte plus dans nos pays. Hein, je veux dire, s'attacher à la vie humaine, ça voudrait dire qu'on doit anticiper. Et dans encore une fois, je répète, dans tous les domaines, là, en peu de temps, on a évoqué 3-4 domaines différents, oui. Mais on doit être en capacité d'anticiper, et gouverner, c'est anticiper, c'est bien ça. Tout à fait. Hein, c'est prévoir. C'est les prérequis qu'on prend, voilà, des préalables avec des mécanismes qui doivent être mis sur pied. Voilà. Quand on fait une analyse profonde, on se dit, bon, tiens, voilà, dans tel quartier, il y a des événements qu'on peut organiser, qu'est-ce qu'il faut voir avec la décentralisation, les collectivités. On sait bien que le Nigeria, d'ailleurs, c'est un pays fédéré. Tout à fait. Donc, voilà, ils sont dirigés, c'est région par région. Mais c'est quand même triste, il faut le souligner. Bon, de toute façon, on espère qu'on aura moins de cas pareils. Alors maintenant, on va continuer avec le pays des éléphants, la Côte d'Ivoire. Société Côte d'Ivoire, profession médicale menacée par les usurpateurs. C'est un reportage de Romeo Bessala. L'usine de transformation de tomates de la société Faso Tomate de Eako, conçue pour transformer les tomates produites localement en divers produits dérivés, vise à réduire les pertes post-récolte, à promouvoir l'agriculture locale et à offrir de nouvelles opportunités d'emploi. Selon les déclarations du président Traoré, ce projet s'inscrit dans la vision du gouvernement de renforcer la souveraineté alimentaire et de stimuler l'économie burkinabé. L'inauguration de Sofato représente un modèle d'intégration entre agriculture et industrie avec un accent particulier sur la collaboration avec les producteurs locaux. Ce projet permettra également de réduire la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des importations des produits transformés en favorisant la consommation locale et l'exportation. D'un coût d'investissement de plus de 5 milliards de francs CFA, cette deuxième usine, après celle de Bobo Dioulasso, a été financée en majorité par l'actionnariat populaire avec l'accompagnement de l'État.
le Fonds burkinabé de développement économique et social a apporté une contribution d'1 milliard de francs CFA et l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire y a contribué à hauteur de 400 millions de francs CFA. Le reste du montant a été mobilisé par l'actionnariat populaire sous l'égide de la société coopérative avec conseil d'administration Bâtir l'avenir. Le chef de l'État a exprimé sa satisfaction pour l'aboutissement de ce projet, symbole de résilience du peuple burkinabé, a invité la jeunesse à suivre l'exemple. Voilà, nous avons fait un tour en Afrique de l'Ouest avec la Côte d'Ivoire, l'Ordre national et le Conseil même de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire qui, n'est-ce pas, s'est levé pour dire non, n'est-ce pas, aux usurpateurs. C'est un phénomène qu'il faut le rappeler, qu'on retrouve un peu aussi au Cameroun. Alors, André Achille, vous qui êtes souvent sur le terrain, que pensez-vous, n'est-ce pas, de cette mesure prise par la Côte d'Ivoire qui semble assez drastique? C'est important parce que pour parler comme les chrétiens, il est bien de séparer le bon grain de l'ivraie, qu'on sache qui est formé et capacité pour parler de médecine. Il s'agit quand même de santé. Lorsque vous rencontrez ces médecins de fortune autoproclamés là, qui ouvrent leur clinique, de fois même en posture de patient, le peu de force qui vous reste vous donne envie de fuir et de vous libérer de leurs mains, parce que même au niveau de la consultation, vous vous dites que vous qui n'êtes que patient, vous aurez dû faire mieux. Je pense que ce sont des secteurs extrêmement sensibles. À côté de la santé, il y a l'éducation. C'est pas des domaines avec lesquels on badine, on rigole, parce que le corps n'a pas de pièce de rechange, comme on a l'habitude de le dire, et il est important de toiletter ce milieu, de savoir qui est formé pour opérer et qui est formé pour ne pas le faire. Maintenant, de l'autre côté, il faut dire que tout le monde court après l'argent, chacun souhaite voir midi à sa porte, on veut voir l'aube et on fait feu de tout bois pour atteindre ses objectifs. On veut construire une maison, se marier, envoyer les enfants en Occident, ainsi de suite. Et on se dit, chacun doit faire ce qu'il peut pour y arriver. Mais il ne faut pas le faire à tout prix, à tous les prix, en mettant la vie de ses concitoyens en danger sous le fallacieux prétexte qu'on veut être épanoui. L'épanouissement, peut-être un acte quelque part un peu exagéré, on peut le souligner. Alors, monsieur Mandécor, là on parle de profession libérale, on parle de profession également assermentée, la profession médicale menacée par des usurpateurs. On a évoqué le cas de la Côte d'Ivoire et bien entendu, on a fait un arrêt ici au Burkina Faso. Bon, ce sont des pays voisins, ça concerne la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Aujourd'hui, des mesures sont prises, notamment des sanctions qui sont menées là-dessus. Voilà, selon vous, faudrait-il réellement agir de la sorte quand on voit, n'est-ce pas, des centres qui sont ouverts un peu partout, on voit la prolifération, n'est-ce pas, de ces centres, et on se dit aussi, certains soulignent que c'est le manque de travail, d'emploi qui les amène à faire ça, et puis l'agrément n'est pas toujours facile à obtenir. Selon vous, que faut-il faire pour qu'on n'assiste plus à ce genre de multiplication de centres illégaux? Bien, il faut que l'État s'organise et travaille mieux. Je crois que ça revient à ça, qu'il faut décentraliser. Vous avez évoqué tantôt la décentralisation. Il faudrait que les autorisations puissent être fournies, mais je veux dire dans des services effectivement bien qualifiés, mais qui soient installés dans les provinces, dans les chefs-lieux de province, et cela donc permet d'assurer quand même je dirais le bon service de santé, la bonne voilà. Il faut pas, évidemment, s'agissant de santé, encore une fois, admettre des personnes qui n'ont pas les qualifications requises. Donc l'essentiel est la célérité des services concernés à attribuer, à examiner les demandes d'ouverture, je dirais, de cliniques. Et donc, moi, je pense que sur ce plan-là, je crois qu'il n'y a pas
a pas à tergiverser. Je pense que il faut, s'il y a un problème d'inefficacité de l'État, il faut que effectivement l'aider à résoudre, et notamment par la voie de la décentralisation. Vous avez évoqué le cas du Nigeria, qui est un État fédéral. Il devrait pouvoir mettre en application le domaine de la santé et de l'éducation. C'est un domaine qui notamment peut être assez facilement comment on appelle ça, confié à un État fédéré, enfin un membre de l'État fédéral, et non pas au niveau central. Ça permet justement d'aller plus vite, d'examiner un peu plus vite les demandes, des sollicitations. Donc de manière générale, en fait, la décentralisation ou la déconcentration dans un État essentiellement centralisé, c'est quelque chose qui permet d'accélérer le service public. Donc il faut qu'on s'attache à cela, et encore une fois, globalement, nos États africains se montrent pas les plus efficaces. Il faut qu'on travaille à améliorer, je dirais, encore une fois cela, et particulièrement tout à l'heure, vous avez évoqué la corruption qui, même ici au Cameroun, il faut le souligner, il y a des centres qui ne sont pas agréés, qui ouvrent, qui ferment des fois, et avec ce petit mouvement de corruption, ils réouvrent bien plus tard, quand le contrôle est déjà passé. Oui, et encore une fois, on revient à ça. Il faut que l'État doit, je veux dire, doit être écouté et obéi. Si on voit des actes de désobéissance multipliés, c'est qu'il y a un problème. L'État n'est donc quelque part a perdu de sa crédibilité. Il faut redonner de la crédibilité à nos États, et ça passe par différents moyens, et notamment par le fait de refuser absolument, je dirais, la corruption. Il y a des progrès au Cameroun, des institutions à la CONAC, autant que je me souvienne, qui existent. Il y a des associations, des organismes qui luttent contre la corruption. Voilà, et ça a permis quand même au Cameroun d'améliorer, je dirais, son classement globalement. Même si, basiquement, ça reste d'un niveau élevé, la corruption. Mais j'évoque ce point parce que les 6 pays d'Afrique centrale sont quelque part, si on fait une moyenne par sous-région, la région CEMAC est dans les derniers. Parce que vous avez plusieurs pays qui sont dans les derniers. Les derniers, on a eu 2 de nos États au moins qui ont été parmi les premiers en matière de corruption. Le Tchad a été de ceux-là, le Cameroun aussi. On se rappelle du projet Pipeline, c'était cette période. Voilà, c'est tout ça, et le Tchad est devenu d'ailleurs, a eu son, on va dire, si on parle de sport, sa meilleure performance, c'est en la matière de corruption en 2004, quand une année après le démarrage de la production pétrolière. Et donc je fais un parallèle entre le développement de la corruption, le développement d'une production comme la production pétrolière, qui alimente la corruption. Les ressources facilement utilisables et pour acheter des gens, corrompre des gens. Et donc, encore une fois, mauvaise qualité des services publics, et ça va avec un niveau élevé, important de corruption. Donc, si on veut améliorer tous ces aspects-là, si on veut tout à fait utiliser les ressources dans les secteurs où on les a affectés, si on veut effectivement, comment on appelle ça, contrôler la santé, on met des gens, d'ailleurs qu'on recrute, au niveau du recrutement déjà, il y a de la corruption. On ne recrute dans nos pays, encore une fois, je parle vraiment de manière très générale, c'est parce que justement les gens qui sont là, qui assument ces tâches-là, n'ont pas été bien recrutés, pour beaucoup. Ou ne sont pas contrôlés. On devrait pouvoir contrôler, on doit passer derrière pour vérifier si cette structure qui a été contrôlée, ce cabinet médical, est-ce qu'il rouvre. C'est simple de voir que ça a rouvert. Et là, il faut se faire effectivement bien plus sévère quand on constate que il y a eu, je dirais, une inapplication d'une mesure prise par l'autorité publique. Voilà, on a justement ce cas avec la Côte d'Ivoire. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, peut-être pour dire à la suite de Dimadou Mandekor, dire que
Comparé par exemple au Cameroun, avec le phénomène du médicament de la rue, qui n'est pas très éloigné de cette actualité-là, je vous présente un schéma. Vous avez des jeunes qui sortent des écoles comme infirmiers diplômés d'État. Ils doivent ensuite être soumis à un concours d'intégration, et Dieu seul sait comment on fait pour avoir ce concours d'intégration. Il faut avoir certainement une connaissance, une connexion, ainsi de suite. Le volet performance, le volet mérite est très aminci. Alors, ceux qui ne sont pas reçus pendant ce concours d'intégration se retrouvent dans les centres de santé de fortune où ils ont à peine 30 000 francs à la fin du mois lorsqu'ils font de bonnes prières. Parce qu'il est fort possible qu'on vous donne votre salaire 4 ou 5 mois après lorsque vous avez la chance de l'avoir. Maintenant, à un moment, on s'est dit, au lieu de continuer à faire la cour à certains employeurs qui ont des centres, autant mieux ouvrir son petit kiosque au quartier, vendre ses médicaments et essayer de trouver son compte. Et il y a donc ces phénomènes, cette façon de faire qui existe et connue même par l'État. La preuve, si vous allez à l'hôpital central de Yaoundé, les gens sortent de l'hôpital pour faire les achats juste en face de ceux qui vendent les seringues et les gants à un prix de fois moins abordable que celui de l'hôpital à l'intérieur. Pareil, si vous allez à l'hôpital général, ça existe. Donc, c'est dit qu'il y a une sorte de tolérance mal tournée qui est connue, mais on donne l'impression de vouloir voir les choses s'améliorer. Pourtant, on sait exactement où il faut frapper pour que ça change. C'est ce qui est gênant. Voilà, nous allons maintenant prendre ce dernier reportage qui vient du Libéria. On sait bien que le Libéria, c'est un pays qui a eu beaucoup de soulèvements, mais qui aujourd'hui essaye de remonter la pente. Toutefois, on assiste par ailleurs à certains écarts, notamment ce qui vient de se dérouler. Société Libéria, incendie à l'Assemblée nationale. C'est un reportage de Fortune Grace Yoman. Un incendie a ravagé mercredi une partie du bâtiment de l'Assemblée nationale à Monrovia, au Libéria. Une épaisse fumée noire et des flammes engloutissaient le dôme du Capitole, siège du Parlement de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Les causes du sinistre n'ont pas encore été élucidées. La question qui a donc été au centre de la rencontre entre le président libérien, Joseph Boaké, et les responsables de l'appareil sécuritaire du pays. C'est dans ce contexte dominé par des tensions au sein de l'Assemblée nationale que ce drame s'est produit. Une guerre pour le perchoir entre deux groupes. Mardi, les partisans de l'actuel président de l'Assemblée ont manifesté contre sa destitution. En outre, plus de peur que de mal, l'incendie de mercredi n'a fait aucune victime. Le feu a été contenu après l'intervention des pompiers. Le Libéria a fait suite, n'est-ce pas, à un incendie à l'Assemblée nationale. Alors, monsieur, on va commencer par vous, monsieur André Achille Meka. Ça nous rappelle un peu l'Assemblée nationale du Cameroun qui a été en feu il y a quelques années ici également. Alors, selon vous, cela pourrait être dû à quoi, selon vos estimations? Ben écoutez, certains disent ça peut arriver. Voyez-vous, même dans nos domiciles, deux fois les retours intempestif de l'électricité après un délestage, ce retour-là peut causer de l'incendie, on a les feux domestiques, ainsi de suite. Mais au-delà, on a l'impression que c'est une mode. Nous avons été victimes ici au Cameroun. Aujourd'hui, heureusement, nous avons un joyau architectural du côté de Ngwaekele. Je ne sais pas si le Libéria aussi sur ce pas-là, peut-être ils nous envient et ils se disent que autant mieux suivre cette trajectoire pour avoir un beau bâtiment. Je ne sais pas s'ils ont aussi des bons partenariats avec la Chine, comme le Cameroun. La Chine, oui, voilà. Bon, on espère que c'est pas le cas. Toutefois, il y a des intempéries qui peuvent survenir. Alors, monsieur Dimadoum, alors on voit l'Assemblée nationale du Libéria être en feu. Aujourd'hui, on se pose la question à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que ce sont les installations, la logistique peut-être qui aurait fauté? Et puis peut-être aussi, est-ce un feu qui a été mis de manière... comme on pose souvent la question à savoir, est-ce que ce ne serait pas fait à dessein? Oui, encore une fois, oui, c'est pas la première fois que ça arrive, hein, un bâtiment public.
Mais oui, souvent il y a des feux quelque part provoqués par peut-être voilà une inattention, c'est aussi possible, le manque de suivi, d'entretien du réseau électrique. Et quand on sait que nos systèmes dans nos pays ne sont pas toujours, je dirais, de très bonne qualité, n'ont pas été renouvelés assez rapidement, les délestages que nous rencontrons peut-être dans l'ensemble des pays africains quasiment. Donc oui, cela est possible, mais ici, il m'a semblé effectivement qu'on a pointé aussi une opposition ou des divergences, des dissensions entre des parlementaires et avec derrière peut-être, je ne sais pas si il y avait si on s'attend à des mesures particulières et voilà, on provoque cet incendie-là pour peut-être interrompre un processus qui est lancé. Donc cela est possible, mais encore une fois, ça nous renvoie toujours à l'état de nos pays, à l'état de nos économies. Au fonctionnement de nos États et donc parce que tout ça, ça montre qu'une seule chose, des dysfonctionnements. Parce qu'on a eu la livraison, on a eu la livraison de l'Assemblée nationale du Cameroun, un appui de la Chine, un don de la Chine. Mais il y avait justement des mesures où le Cameroun avait aussi sa partition à jouer. La partie camerounaise n'est toujours pas terminée. J'ai eu recours à 2-3 députés qui m'ont dit, écoute, Madame Odile Pareil, notre parti n'est même pas encore entamé. Il y a juste l'installation du président de l'Assemblée nationale qui a été faite et tout son staff. Et nous, les députés, voilà, nous on n'a encore pas de bureau. C'était le Cameroun qui devrait s'en occuper. Pour l'instant, on attend toujours. Bien, mais il faut espérer que effectivement les déblocages de fonds se fassent rapidement, pour leur permettre d'entrer dans leurs nouveaux locaux. Mais là aussi, on observe souvent effectivement que ce qu'on appelle les fonds de contrepartie dans les finances publiques ou dans les budgets des différents pays, les fonds qui viennent seconder ou qui viennent compléter ceux que les bailleurs nous accordent. On attend toujours. Voilà, donc oui, il faut espérer. Vous qui êtes économiste, vous pouvez mieux nous éclairer là-dessus. Non, en tout cas, c'est un constat. On espère que ça va pas durer bien longtemps, que je pense que c'est des fonds qui ont dû avoir été sécurisés. Si le budget 2024 qui se termine n'a pas eu suffisamment de ressources pour pouvoir financer cela, faut espérer que dans les budgets à venir, je dirais, les décaissements seront faits et que l'ensemble du bâtiment de l'Assemblée nationale, en fait, sera disponible. D'accord, merci. Nous arrivons donc au thème de cette émission, mais avant de partir, Djimadoum, quelle est votre actualité actuellement? Écoutez, mon actualité, c'est encore une fois de voir la CEMAC entrer de bonne manière dans 2025, parce que je crois que les peuples attendent. Les peuples attendent. Il faut que la CEMAC travaille à une réelle intégration, à un réel développement des économies, à la vraie mise en relation, mise en circulation des biens et des personnes. Parce que je vais quand même partir sur quelque chose. C'est quand même extraordinaire que nous soyons dans la CEMAC, qu'on produise du ciment à Figuil que vous connaissez, et que le prix du ciment entre le Tchad et le Cameroun soit du simple au double. Aujourd'hui, on trouve le ciment à 4500, 5000 au Cameroun. Le ciment à N'Djamena est à 8500. Vous montez, vous allez dans les provinces, vous avez des endroits où on achète le ciment à 12 000. Par sac. Par sac. Et il n'y a pas que le Tchad. Je vais vous parler de la Centrafrique. C'est peut-être encore, les prix sont encore un peu plus élevés. Alors, que fait-on? Que fait l'intégration? Que fait déjà chacun des pays concernés ou l'ensemble des pays concernés pour améliorer la vie de leur population? Quelle perspective
d'avoir un logement décent quand on se trouve face à un ciment à ce prix-là. Alors que vous avez Kousséri en face de N'Djamena. Hein? Tout à fait. Donc on devrait trouver du ciment à Kousséri. Je sais que le ciment d'ailleurs a un coût plus élevé à Kousséri que dans le reste du Cameroun, parce qu'ils savent que des gens qui sont à N'Djamena viennent acheter. Et c'est frontalier. Hein? Ouais. Mais néanmoins, vous pouvez pas vous simplement traverser, prendre le pont, venir acheter le ciment à Kousséri où c'est meilleur prix et repartir, sachant que en principe il n'y a pas de droit de douane entre vos deux pays. Aujourd'hui, si vous avez été en Europe, dans l'Union européenne, où on se déplace d'un pays à un autre, les postes douaniers sont ouverts. Vous traversez, vous passez de Belgique en France sans vous en rendre compte. Tout à fait. Donc on devrait pouvoir permettre aux citoyens tchadiens d'aller à Ebébéine, s'il y a des produits là-bas qui sont meilleur marché, de pouvoir ramener ici, et de l'autre, et inversement d'ailleurs. Hein? Et pareil, encore une fois, à Kousséri, on devrait pouvoir venir acheter le ciment là-bas, parce que on est dans un marché qui, a priori, est à caractère commun. Hein? Je peux me déplacer dans la zone, aller acquérir ce que je veux et le ramener chez moi. Et voilà, donc, voyons, espérons que 2025, dans les programmes de la CEMAC sur lesquels ils considèrent qu'ils ont eu des beaux taux de réalisation, hein, on espère qu'ils vont favoriser, je dirais, l'harmonisation des prix entre les différents pays membres. Voilà, merci. Et vous, Achille, quelle est votre actualité? On sait quand même que vous êtes sur la littérature. Mon actualité, c'est de lire les livres. D'accord. Voilà. Vous serez toujours le bienvenu. Merci d'être passé chez nous, monsieur Dimadoum. Puis vous êtes toujours le bienvenu quand vous voudrez. Vous viendrez parler d'économie parce qu'on en a besoin. On veut bien savoir quelles sont les questions réelles et puis surdimensionnées, notamment concernant la gestion des échanges économiques, n'est-ce pas, de la sous-région Afrique centrale. Merci de nous avoir suivis. On se dit donc à dimanche prochain avec de nouveaux invités, de nouvelles perspectives. Mais surtout, ne partez pas, car après, nous avons, n'est-ce pas, récap l'actu avec Serge Lukapamba sur nos antennes. Passez un bon dimanche, joyeux Noël et puis passez de joyeuses fêtes.